quelqu'un parle avec un accent différent, il faut que je les mette sur place devant lui. Hey, Larry, it's nice to meet you. Je fais, it's nice to meet you too. Le raciste à la mère, man. Ouais, les Québécois rient fort, je comprends, mais t'as pas vu Haïti, frère. J'ai commencé à rire d'un sénateur là-bas qui s'appelle Don Cato. Le monde rit, lui, il se lève, il fait ah, shit! Tu devrais vraiment scorer fort à un Juste pour rire. Oui. Et à partir de là, on s'est mis à te voir comme partout. Tout le monde veut faire le festival Juste pour rire dans le temps. Tout ça, ça part d'humoriste à cracheur de Chichitao. Mon prochain invité, il était écœurant. Mesdames et messieurs, Rachid Badouri! Je rentre sur scène, je fais une blague, puis ça rit pas. Salut, bonjour, mon nom est Rachid Badouri. Moi, je suis arabe. Ça venait de péter à Londres, puis tout. Puis la tension était... C'était pas le moment. Là. Non, tu sais, c'est comme too soon. Là, je fais... Ça te casse un gars-là, ça? Et ça part. Je vais pas être cool. Dès que la popularité monte, puis qu'en plus ta job, c'est de te mettre en valeur tout le temps, tu peux perdre facilement les pédales. Pas juste les pédales, je vais perdre ma carrière, ma femme. J'ai rentré dans leur matrice. Novembre 2010. OK, tu connais les dates. Quelque chose qui a failli te perdre ta vie, ta carrière, tu te rappelles de la date en tabarnouche. Je suis au summum de ma carrière, ça fait 5 ans que je suis découvert. Mais j'anime une grande émission au Québec. C'est en direct, mais on coupe pas. À Take 8, je drop le mic. Pow! Et je te... Bonjour, Content Fest, est-ce que ça va bien? OK, là, j'ai besoin qu'on fasse plus de bruit pour qu'on foule la salle. Le monde sont en train de s'empiffrer. Puis là, je pense qu'on est rendu à un moment où il faut mettre de l'énergie dans cette place-là. Content Fest, est-ce que vous êtes en forme? All right. Merci à tout le monde d'être là. Merci aussi au Content Fest de nous avoir encore donné l'opportunité cette année, surtout de faire un podcast avec une personne qui n'a pas fait beaucoup de podcasts dans les dernières années. Je pense que ça va être vraiment intéressant. On va pouvoir le cuisiner comme des vrais. Toi, mon beau-frère, comment tu appréhendes le podcast devant cette belle foule, ma foi, en feu? Ouais, je suis bien content d'être ici. En plus, on reçoit aujourd'hui une des plus grosses vedettes de la francophonie qu'on a commencé au Québec. Fait que bien excité, c'est un des gros invités que ça fait longtemps qu'on veut recevoir. Fait que là, on le reçoit dans un contexte complètement Content Fest. Je suis bien excité d'être là. Toi, comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je suis bien down de faire une conférence, un podcast devant le public. On n'a pas fait depuis un bout, fait que c'est quelque chose que j'aime. Fait qu'à la fin, on va peut-être pouvoir vous poser une ou deux questions du public. Si jamais vous avez une question, gardez-la pour la fin. On va faire une petite période de questions avec notre invité, notre délicieux invité, quoi. Ah ouais, c'est ça, plein de sujets à en couvrir. On a une bonne heure où on va être avec lui. Fait que si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous faire signe. Puis encore cette semaine, on est commandité par nos très chers de chez RS et compagnie, mon Frank. Oh yeah, avec le Break 15 % de rabais. Fait que les pubs, Break 15 % de rabais sur tout. Shout-out aussi à Monster, Meuble RD, Tyzone. On est full sponsor. Ouais, Let's go! Ça va bien, nos affaires. On est prêt à accueillir notre invité, mesdames, mesdemoiselles. Commencez à applaudir chaleureusement pour notre invité. Un humoriste, un gars qui nous fait rayonner à l'international, mais surtout, un gars de Laval. Faites du bruit pour Rachid Badouri! Salut, les enfants. Enchanté, moi, c'est Emile. Emile, enchanté. Enchanté, moi, c'est Frank, ça va? Enchanté, Frankie boy. Ça va? Hello. C'est donc bien beau ici. C'est beau. Wow. Salut. Ben salut. Okay. Comment tu en forme, Rachid? Comment tu vas aujourd'hui? Oui, je suis très en forme. T'étais où? Je suis fatigué. Fatigué? Je suis brûlé. C'est vrai? Oui, brûlé. On t'a vu, on était au buffet puis on te voyait manger un burger. Fait que tu dois être ton petit down Je sais de pas de midi. qui tu parles. C'était un gars qui me ressemblait, mais j'ai pas mangé de burger. J'ai mangé 6 burgers. J'ai la dalle, mais j'ai enlevé le pain, fait que c'est correct. C'est comme si t'en mangeais un enfant. OK, sans gluten, toi. Oui, exactement. Sans gluten, sans carbs, sans rien. Cool. Qu'est-ce qui fait que tu es brûlé de même, mon Ratch? Qu'est-ce que je fais pas? Hein? Ça peut être. Question. Non, je travaille beaucoup. Je viens de finir un tournage, c'est pour ça que je dis que je suis brûlé. J'ai un tournage, une émission qui s'appelle Double Jeu avec Mehdi Boussaïdan. Une création qu'on a eue, genre de comédie, une série télévisée sur Novo, sur Crave. Puis c'était la saison 2. Puis c'est intense. C'est vraiment intense, mais c'est vraiment le fun. J'ai hâte que vous voyez ça. Oui, c'est vraiment bon. Puis tu disais, qu'est-ce que je fais pas? Ben, qu'est-ce que tu fais pas? C'est des podcasts. Si on n'en voit jamais des podcasts de Rachid Badouri. Ça fait comme 5 ans, les derniers podcasts que j'ai vu faire de toi. Je me demandais, trouves-tu que c'est touché pour toi, vu que
tout le reach que t'as, puis la grande audience, de là arriver que, pas scripté, donner tes opinions, des fois, t'as-tu peur de la répercussion que ça peut avoir, donner ton opinion sans filtre comme ça, mettons? C'est une bonne question. Il y avait un temps, je te dirais oui. Puis maintenant, puis tu vas peut-être pas me croire, mais dans mon ordi, dans mon hard drive chez nous, j'ai un podcast de 2-3 épisodes que j'ai fait. Je me suis amusé avec des amis, avec Eddie King, entre autres. OK, t'as animé? Ouais, que je faisais, mais je les ai enregistrés pour moi. J'ai demandé au gars de me monter ça. J'ai payé le gars pour me monter ça, puis j'ai gardé ça. J'ai jamais sorti ça. À un moment donné, c'est vrai que je voyais qu'il y en avait beaucoup. J'avais peur de me perdre dans cet univers-là. Mais au contraire, je pense que c'est la plus belle plateforme pour moi qui parle tellement. Fait que je sais pas si vous êtes prêts, là, mais ça va être long, cette entrevue-là. Parce que je parle beaucoup, beaucoup. Fait que je pense que les podcasts est la plus belle chose qu'ils pourraient avoir inventé pour moi parce que, non, au contraire, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait que qu'on t'a pas vu depuis 3-4 ans? Juste le temps. Le temps, à chaque fois qu'on m'invite, même sous écoute, la dernière fois, il m'avait invité pour y aller, puis on trouvait pas de date. OK. C'est juste le temps, mais puis arrivé un moment où moi je décompresse, mettons au mois d'août, où je relâche, il n'y a plus rien au mois d'août, là, tout est mort. C'est c'est un no man's land le mois d'août, il n'y a comme plus rien. Il n'y a plus grand festival, il n'y a plus grand chose. Fait que c'est là où moi ça se calme pour moi. T'sais. Fait que voilà, c'est un peu ça mais non, podcast, je te dirais, une des plus belles choses qui a pu être inventée pour moi parce que c'est une place où tu peux parler sans coupure, sans quoi que ce soit, puis tu donnes ton opinion, puis c'est vraiment le fun. Oui, puis ton parcours est intéressant aussi. C'est intéressant de t'entendre sur des podcasts. Moi, je me rappelle, tu sais, depuis que je suis petit, je te vois dans ma télé, là, parce que j'ai 26 ans, fait que t'as toujours été là. Puis je me souviens même quand on t'avait vu starter, il y avait genre eu un gala juste pour rire que tu commençais. Là. Moi, je me rappelais même pas. Je pense que tu faisais peut-être un peu les premières parties de José Hood, mais en tout cas, c'était vraiment comme les débuts, là. Puis t'avais vraiment scoré fort un juste pour rire. Oui. Puis à partir de là, on s'est mis à te voir comme partout. Peux-tu nous mettre un peu en contexte de c'est quoi, comment ça a eu l'explosion du début de ta carrière, mettons? OK, c'est là que ça va être long. Mais restez calme. OK, en 2005, ma vie, on est presque en été 2005. On est on est au printemps. Puis ça va vraiment pas bien, là. Je travaille chez Future Shop. Je vends des garanties prolongées, tellement agressif comme vendeur, je vais passer à JE bientôt. Puis, non, ça marche pas, mes affaires, ça marche pas. Puis, je suis quasiment, prends la garantie prolongée, prends-la! Je suis quasiment en train de crier après les clients. Là. Ma vie va pas bien. Je suis le seul de mes amis qui est pas marié, j'ai 28 ans, je suis pas marié. Je sais pas ce qui se passe, j'ai pas d'argent. Je dois 10 000 $ à mon père, puis il le sait pas. Non, c'est ça. Aujourd'hui, le sais-tu? Pas plus. J'attends qu'il ait l'Alzheimer, puis après ça, je vais lui dire. Puis, c'est bon, ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais je fais pas ça à mon père. Non, c'est qu'il le savait pas. C'est ma mère qui m'avait aidé à prendre ça de mon père sans qu'il le sache. Oh, mais ouais. j'avais besoin de me sortir un peu. Vous avez volé votre père. Oui, on a volé ton papa. père, Ouais. C'est assez dégueulasse, hein? Ben, c'est quand même une belle histoire. Une belle histoire familiale. Ben, surtout pour perdre un 10 000 sans t'en apercevoir, Ouais. ça va quand même bien, là, tes Ouais, affaires. c'est ça. Puis 10 000 dans la situation que j'étais, c'est 100 000 aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça, C'est ouais. énorme. Fait que, bref, ça va pas bien. Je suis chez Future Shop, puis à un moment donné, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Puis, je rentre tôt au magasin. C'est moi qui ouvrais les systèmes de son. Dans le temps, on avait des boombox pour faire des démos aux gens qui viennent. Ils veulent toucher à tous les boutons. Là. Fait que tu allumes toutes les radios, puis tu mets des postes de radio pour que le monde voit si ça fonctionne ou pas. Puis à un moment donné, j'ouvre, puis j'entends et ça coupe, hein? J'entends la poste de radio, je pense que c'était C'est quoi dans le temps, qui dit hey, on a entendu l'entrevue aujourd'hui avec Christopher Williams. Christo, comment ça va mon gars? Puis parle-nous de ton parcours. Il dit hey, moi j'ai été découvert au festival Juste pour rire en 2004, l'année passée. Avant j'étais géo dans un club med. J'étais écœuré, je savais que ma vie c'était de faire de l'humour puis divertir les gens. Fait que j'ai pris ma chance, je me suis inscrit à un concours puis j'écoute ça. Puis c'est la phrase, c'est le moment, c'est comme genre OK, c'est quoi? Ça va m'arriver à moi cette affaire-là, c'est sûr et certain. Hein? Fait que qu'est-ce que je fais? C'est drôle que ton inspiration, c'est Christopher Williams, le genre de gars cranky de musique plus. Mais tu ris, mais n'importe qui dans ces situations-là, s'il y a le bon speech, vraiment au bon moment, au bon timing, ça va t'influencer. Ça peut être un enfant qui t'influence, ça peut être n'importe qui. Ouais. Mais pour moi, c'était ça. Ça a pogné le Puis à spot. travers ça, tu savais-tu que tu voulais faire de l'humour? Tu savais-tu que tu étais un comique? Ben oui, à travers ça, c'est sûr qu'à travers les années, depuis que moi je suis né, tu sais, mon père est la meilleure phrase au monde. Il m'a dit, quand je suis devenu humoriste, puis je commençais à être payé en tant qu'humoriste, puis j'avais plus une job, mettons, comme au Future Shop, et il me disait, c'est fou parce qu'avant, je pense que le micro, il y a un petit problème, ou c'est moi qui... C'est pas ça, ouais? Allô, allô, allô? 1, 2, 1, 2. Parfait. Il me disait, avant, tu faisais le con et tu payais pour. Maintenant, on te paye pour faire le con. Je fais, wow, C'est tout bénef. C'est très, très bien dit, ouais. C'est le succès, ça. Ouais, c'est ça. Fait que je suis allé voir mon superviseur. J'ai dit, écoute, je m'en vais. Il me dit, t'en vas où?
Chez Brouet Martineau, non, je m'en vais me lancer ma carrière d'humoriste. Il dit, ouh, toi, t'as pris de la drogue ce matin? Je dis, non, je sais ce que je fais, je sais où je m'en vais. Puis je suis allé voir mon cousin dans le temps, qui était devenu mon gérant par après, qui s'appelle Steve Razier, qui est ici d'ailleurs aujourd'hui. Puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, écoute, on va faire un démo, maintenant. On va faire un démo, on va envoyer ça partout. J'ai fait 100 copies d'un démo vraiment mais amateur. Là. Je montrerai ça aujourd'hui, tu unfollow ma page, c'est sûr et certain. Là. Puis j'envoie ça dans 100 différentes compagnies à travers Montréal, dont Juste pour rire, le festival. Et j'arrive devant la madame, c'est ma dernière copie, la 100e. Puis je dis, est-ce que vous pouvez envoyer ça dans le bureau des gens qui engagent? Elle me dit, hey, champion, elle dit, regarde, je regarde sur son bureau, il y a plein d'enveloppes. Tout le monde est là. Okay. Tout le monde veut faire le festival Juste pour rire dans le temps. Il y avait tout ça, ça part d'humoristes à cracheurs de Chichitaouk, puis toutes sortes d'affaires. Puis là, t'es comme... Là, je suis comme, envoie ça dans le bon bureau. Ben, elle dit, ouais, t'inquiète. Et finalement, elle l'envoie dans le mauvais bureau. Je l'ai su par après, elle l'a envoyé dans le bureau de la comptable. Puis moi, pendant 3 mois, il n'y a personne qui m'appelle. Puis c'est bientôt le festival Juste pour rire. Puis j'ai fait, bon, mais c'est correct. Je regretterai pas mon move. Je vais me fermer la gueule. Je vais rester chez Future Shop, mais au moins, j'aurais essayé, tu sais. Puis ce qui se passe, c'est que l'enveloppe est restée dans le bureau de la comptable. Puis à un moment donné, à son lunch, l'enveloppe s'est ouverte tout seul. Elle s'est ouverte tout seul. Elle a comme décellé, là, comment t'appelles ça, là, comme décollé. Comme un genre d'affaire du destin. Genre. T'avais pas une bonne bave, quoi? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas bien collé ça. Ta bave colle pas, Là, toi. On c'est l'aurait ça. appris, prends un break. DVD sort. Elle regarde, j'avais fait une assez comique cover. Puis elle décide de mettre ça à son lunch. Puis elle s'étouffe de rire. Écoute, la seule qui rit à cette affaire-là. Puis elle appelle les responsables de recruter les humoristes pour des festivals. Puis il y avait un concours qui mettait en place pour des gens qui sont pas très connus, mais même pas connus du tout, qui voulaient s'inscrire. Puis le gagnant de ces concours-là allait dans les festivals Juste pour rire. Fait que 3 mois plus tard, elle m'appelle. Moi, je suis au Future Shop. Et elle me dit, t'as-tu 10 minutes à préparer sur scène? Elle dit, viens faire ton tour. Amène du monde pour t'encourager. C'est au studio Juste pour rire, sur le boulevard Saint-Laurent, coin Sherbrooke. Mais elle a oublié que j'étais marocain, tu sais. Elle me dit, amène du monde. Marocain, né à Chemédé-Laval. J'ai dit, c'est du mien su. Fait que mon père, quand il a entendu ça, il m'a dit, prépare ton texte, moi, je prépare l'armée. Puis, puis il est allé. Puis ça rit fort, les Marocains. Ah non, ça tu sais. rit fort. Ben attends, t'as pas vu les Haïtiens, toi. Les Haïtiens rient encore plus fort. Ouais. Fait que mon père est allé chercher tous mes amis haïtiens pendant que je me concentrais. Il les a amenés Italiens, il les a amenés Libanais, Darbuka, tout ce que tu veux. Amène la chicha en haut. Il les a placés stratégiquement. La seule qui m'a foutu la honte, c'est ma sœur. Parce qu'elle est arrivée avec une pancarte « Go Rachid, go ». J'ai fait, les amis, là, on va se faire pogner. C'est pas le temps. Fait que j'enlève ta pancarte ou tu t'en vas dans l'auto, t'attends dans le char à l'extérieur. Fait que bref, j'ai fait mon numéro. Il y a une des sœurs, Roson, qui s'occupait de la production, qui a dit « Appelle-moi demain à 14h ». Je l'ai appelé à 14h. Puis ils m'ont dit « T'es sur le gala de Louis-José Hood ». C'est celui-là que tu me parles. Ah, c'est ça, ouais, OK. En 2005, le 11 juillet 2005, au Théâtre Saint-Denis 1. Puis c'est parti. Ben oui, hey, nice. C'est long, hein, comme histoire. Mais moi, Il y avait tellement de questions, puis je les laissais pas. Ce que je trouve beau, ce que tu racontes, t'as-tu vraiment lâché le Future Shop Pour ça. pour ça, Oui. sans savoir si tu t'en allais? Oui, je pense que si tu veux être dédié à faire quelque chose, il y a un sacrifice qu'il va falloir que tu fasses. Il sera pas confortable. Il n'y a jamais personne qui se sent confortable dans ces choses-là. Mais si tu penses que ça va être toujours de surfer, nuage à nuage, sans jamais tomber, ben, je espère pas que ça va arriver pour toi. Là. Puis elle deviendrait de où cette confiance-là? C'est-tu à travers... Inexplicable. C'est-tu à travers tes parents qui ont peut-être émigré? Peut-être. Qui ont Peut-être eu le aussi, guts de partir, de venir dans une terre inconnue? peut-être, mais quand le destin... Chomédé. Ils ont fait Maroc. Ah, qu'est-ce que je Bon puis, choix. puis en plus, c'est le quartier francophone de Chomédé. On n'est pas beaucoup, là. Non, sérieux, je pense que quand le destin frappe, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui t'arrête. Je me rappelle que cette sensation-là, je ne l'ai pas revécue souvent après. C'est quelque chose qui fait que n'importe qui, là, Goliath pourrait être devant toi et te dire non. Tu vas faire hey, tasse-toi tata puis tu vas continuer tout droit. C'est quelque chose qui fait que tu t'arrêtes juste plus. Tu deviens borné puis il n'y a plus rien qui t'arrête. Rien. Puis je sais pas où j'avais cette force-là. Comme je te dis, j'étais sur le bord de la dépression. Ben, c'est peut-être un peu ça, l'espèce d'énergie du désespoir. Puis, tu sais, quand tu as eu le hit, là, ce gala-là de Louis-José, Ouais. t'as-tu senti instantanément que là, ta vie venait de prendre il venait d'avoir un switch? Ah, pas tout de suite. C'est En quand fait, tu l'as senti que, oh fuck, en ça fait, reviendra plus comme c'était. ben, là. quand il m'a présenté, déjà là, j'ai fait, mais là, il est fou. J'ai jamais rien demandé, on se connaissait pas. Moi, j'étais un fan de Louis-José. Puis le Louis-José, il avait préparé, Louis-José, c'est un perfectionniste. Il avait préparé une présentation. Puis moi, je suis en arrière, je l'entends, je suis comme caché derrière ça, là. Puis ça va s'ouvrir. Puis je l'entends, puis je suis super nerveux, puis c'est lui qui me calme.
Parce que j'entends mon prochain invité, il était écœurant. Là, je fais comme hein? J'aimerais ça vous dire que c'est la dernière fois que vous le connaissez, mais c'est la dernière fois que vous allez penser que c'est un gars qui n'est pas connu. C'est une tornade de fraîcheur. Mesdames et messieurs, rachète! Puis quand ça crie de même. Fait que là, c'était comme gagné d'avance. Mais non, toi. Je rentre sur scène, je fais une blague, presque une blague, puis ça rit pas. Fait que je rentre, puis je dis « Salut, bonjour, mon nom est Rachid Badouri. Moi, je suis arabe. » Puis ça venait de péter à Londres, puis tout. Puis la tension était... C'était pas le moment. Là. Non, tu sais, c'est comme Too Soon. Ça, c'était Extra Too Soon. Ça, c'était Turbo Too Soon. Ça, c'était dans le passé. Fait que là, ça rit pas. Zéro. Personne parle. Fait que là, c'est pas une joke non plus, là. Non, fait que là, je fais... Littéralement, là, comptez, là. Je veux juste vous dire une chose. Quand on est sur scène, puis il y a un silence... 5 secondes, je sais pas si tu as vu Interstellar avec le film avec Matthew McConaughey. Il va sur une autre galaxie puis il reste là 1 minute, c'est 7 ans ailleurs. Là. Bon, ben, sur scène, 5 secondes, c'est 20 minutes de malaise. C'est long. Là. Fait que là, tu réfléchis. Oui, comme, pourquoi? Puis tout le monde te regarde puis tu t'entends des... Fait que là, je fais... Ça te casse un gars-là, ça? Et ça part. Ah, là, tu les as eu avec cette joke-là, que je savais même pas que c'était une joke. Tellement que j'ai menti. Quand je suis arrivé en entrevue, ils m'ont dit hey, « Quelle blague écœurante! » Je dis « Avoue, hein, une bonne blague. » J'avais jamais pensé faire une blague. C'était juste pour dire « Ça te casse un gars-là. » Et ça a parti de même. Et puis, voilà. Ben, ce que je trouve nice de cette histoire-là, c'est qu'il y a beaucoup de monde que cette explosion-là a eu lieu avec la création de contenu, avec YouTube, TikTok, puis tout ça. Qu'est-ce que tu as appris, toi, à travers ça, sur toi-même, qui pourrait aider les jeunes qui sont dans ce parcours-là? Mon Dieu. Je vais pas être cool. OK? Si c'est... Levez la main ceux que ça leur tente de faire ça un jour, de la création de contenu. Personne ici? Oui? Ici? En avant? Parfait. Oui? Parfait. Un peu en retard. Mais... Lâche pas. Il y a une chose que j'ai appris, c'est que c'est un monde souvent qui prône ce qui n'est pas les valeurs dans lesquelles moi j'ai grandi, puis qui peut même être dangereux si tu as beaucoup de succès. Ça prône ce qui est éphémère souvent. Ça prône le moi. Ça prône beaucoup de ça parce que automatiquement, tu es en mode selfie. Automatiquement, tu te filmes. Tu es déjà en train de te filmer toi-même. Fait qu'il faut vraiment que si tu veux faire ça, que tu sois déjà balancé dans la vie ou groundé, ou tu as une méthode qui te fait revenir à la réalité. Parce que dès que la popularité monte, puis qu'en plus ta job, c'est de te mettre en valeur tout le temps, tu peux perdre facilement les pédales. Puis je peux t'en nommer plein, dont moi le premier, c'est Alice, qui a perdu les pédales. Et j'ai failli même perdre beaucoup de choses, pas juste les pédales. Je vais perdre ma carrière, ma femme. C'est juste ça que je veux vous avertir. C'est un bon monde, on s'en va tous vers ça. Les compagnies ferment aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus. J'en parlais justement avec Steve dernièrement, ce matin. Le AI, le C qui s'en vient, tout ça, ça fait en sorte que les compagnies maintenant, pour faire du marketing, s'en vont toutes vers le YouTube, vers le ci, vers le ça. Il n'y a plus vraiment d'agences de publicité qui font leur job comme ils faisaient avant. Ils ne peuvent plus se permettre ça. On s'en va toutes vers les créateurs, créatrices de contenu. Mais je pense que qu'est-ce qu'on n'a pas mis l'emphase dessus, c'est peut-être trouver des thérapeutes, des psychologues, des gens qui vont peut-être t'attendre sous le tournant parce que ça va venir vite. Puis si ça vient vite pour toi, je te le souhaite. Ça se peut que tu perdes la tête. Dans ChatGPT, il y a la section psychologue. Bon. Tu vois, tout est réglé. Pourquoi il ne l'aurait pas dans ça? Parce que c'est vraiment un monde où est-ce que c'est juste ça. Puis après, je t'ai pas parlé du mode esclavage qu'il y a sur ces téléphones-là, où est-ce que tu deviens un esclave. Sais-tu combien de fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où quelqu'un m'a dit, va sur Insta, prends cette information-là. Puis ça, c'est important, c'est pour ma job. J'y vais, mon Insta ouvre, il commence à montrer des vidéos. 45 minutes plus tard, je fais comme, pourquoi je suis allé sur Insta? Je m'en rappelle même plus. J'ai rentré dans leur matrice. J'ai rentré dans leur connerie. Puis j'étais comme... C'est que ça. Fait que moi, c'est ça que je dirais qui me fait le plus capoter dans tout ça. Puis quand ça marche plus, c'est une autre affaire. Ça, c'est un autre chapitre. Quand ça me lève moins, quand tu mets une vidéo qui, là, ça marche plus comme tantôt, qu'est-ce qui se passe? Là, je stagne, parce que moment tu vas stagner. Moi, j'ai rentré dans TikTok quand TikTok est en train de quasiment de donner des views gratuits puis des followers gratuits parce que leur algorithme était tellement fou, ils voulaient tellement que tout le monde aille là-dessus, que moi, j'ai commencé dans les débuts, j'ai tellement monté vite à 2 millions, arrivé à 2,6, 2,7 millions, jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être, une couple de mois, là, ça bouge plus. Fait que si je me mets à penser à ça,
moi, là, qui a quand même une belle carrière, qui a du succès, je vais commencer à paniquer. Pourquoi 2,7? Pourquoi 2,7? T'as 2,7 millions, 50% sont en Europe. En plus, tu as 2 continents qui te regardent, puis tu chiales pour ça. Mais ça te fait agir comme ça. Ah ouais, encore aujourd'hui? Ah bah oui. Mettons, nous, ça fait 3 ans qu'on est là-dedans, puis on est de même à côté. Là, Ouais. tu penses tout le temps. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un jour une fin à ça. Mais Pour moi, non. il n'y a jamais de fin à Moi, ça. je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai compris que moi, c'est une pilule que je dois prendre à vie parce que ça vient pas aussi rapidement qu'avant. Avant, tout m'affectait. Un commentaire m'affectait. Regarde, dernièrement, j'ai eu un commentaire, je suis parti à rire, mais rire fort. Là. Mais j'aurais vu ça avant, je serais mort. Là. Je serais vraiment mort. Check ça. Check ce qu'il m'a écrit, lui. Mais c'est beau, c'est très, très beau. Tu l'as gardé dans tes Je photos? l'ai gardé parce que je veux faire une vidéo avec. OK. Je veux faire une vidéo avec. Non. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Ah, c'est une perte de temps, excusez-moi. Non, pas Attends, il est ici. Il m'a écrit ça, puis j'ai fait « Wow! » Mais j'ai dit ça à ma femme, j'ai dit « T'imagines-tu, babe, dans le temps, comment j'aurais capoté? Quelqu'un m'écrit quelque chose comme ça. » T'as un petit gars qui a 7 followers. Il y a un gros futur. Mais moi, je cherchais une info, puis je suis tombé là-dessus. Attends une minute, j'arrive. Juste pour faire chier. Bref, il m'a écrit « Sale tamoule, retourne chez toi. Sale tamoule. » Tu sais, je tamoule, moi. Puis, et puis j'ai fait, wow, quelque chose comme ça que j'aurais lu en 2005, là, quand j'ai été découvert. Je dors pas pendant 3 jours. Là, Puis là, aujourd'hui, tu peux juste en rire. mais c'est drôle. Ça tamoule, je sais même pas. C'est quoi un tamoul? C'est ça, moi tout, je sais pas c'est quoi. On est des gars de Québec. Est-ce que les Sri Lankais fait partie je sais pas, je pense dans ces pays-là. Bangladesh, Hindou, Ok. tamoul. Voilà. Voilà, Ok, ok. merci. Ben, on les salue. Ah, Ouais. Là, j'étais comme, OK, parfait. Mais tu sais, c'est un exemple pour te dire à ce point-là. Là. C'est fou. Mais là. c'est quand même fou, tu sais, que tu te préoccupes de ça, tes stats sur TikTok, tu sais. On le sait, tu dois être aisé financièrement, ta carrière fonctionne bien. Non. T'as tout ce qu'il faut. Fait qu'imagine-toi pour les créateurs de contenu qui vivent de ça, puis si du jour au lendemain, ça commence à plus fonctionner, ça doit être ça l'est, parce que je fais partie de ça. Ah, ça fait peur. Ouais, ça Mais c'est un très bon point que tu amènes. Puis c'est sûr que moi, je me dis que je patauge entre les deux. Le monde de la scène, de la télé, mais aussi avec le monde des réseaux sociaux. Puis c'est vrai que c'est une sécurité qui m'aide de dire, bon, ben, si ça marche plus là-dessus, j'ai ça. Si j'ai pas ça, j'ai ça. Des fois, tu vas être partout en même temps, puis c'est pas bon. Fait que c'est vraiment dur d'avoir une juste balance entre les deux. Mais je me mets à la place des créateurs, créatrices à qui ça fonctionne plus pour une raison particulière. Puis je fais comme, OK, c'est plate, t'as plus ça, qu'est-ce que tu fais? Surtout si tu sais pas gérer ton argent, si tu sais pas gérer tes investissements. C'est ça. On C'est a fait des éphémère. Il y en a plein qui lâchent ça, Ouais. qui lâchent le job pour vivre de ça, mais ça peut durer 1 an, 2 ans, puis après ça... Oui, puis oublie pas, il peut arriver n'importe quoi aussi. Il peut avoir une poursuite contre toi, il peut avoir, c'est toi l'outil, c'est toi le... Demain matin, il arrive quelque chose, c'est terminé. Là. On en a vu des vedettes que... Frencher des boulots. Des boulots. C'est quoi ça, French? C'est une joke de Guillaume Lemaitre-Vierge. Ah, oui. Un Grainer autre, des verres, on voilà, a vu plein, là. oui. Un autre... oui, voilà. Mais c'est ça, genre, tantôt, tu parlais que tu avais déjà presque perdu les pédales. Parce qu'on le sait, là, c'est vrai que c'est un domaine où tu peux rapidement te perdre. Là, puis là, à un moment donné, quand ça commence à bien aller, ben là, tu es invité à un souper chic. Puis là, il y a du beau monde. Puis là, tu as accès à de l'alcool. Puis là, d'autres choses. Puis là, il y a les filles. Puis là, tu sais, c'est pas long que tu peux te perdre dans tout ça. Y a-tu eu un moment où tu t'es dit, OK, là, je sens que j'ai une grosse tête, puis il faut que ça change? Y a-tu eu une espèce de moment déclencheur? Ouais. Puis c'est quoi ça? C'est le 10 novembre 2010. OK, tu connais les dates, puis tout. Ouais, ah oui, il faut que tu le saches. Quelque chose qui a failli te perdre ta vie, ta carrière, tu te rappelles de la date en tabarnouche, puis tu la célèbres à chaque année pour pas oublier que tu ne veux plus jamais retourner dans cette affaire-là. Écoute, je suis au summum de ma carrière, ça fait 5 ans que je suis découvert. On n'est pas encore sur les réseaux sociaux, pas trop, c'est pas encore une affaire en 2010. Mais j'anime une grande émission au Québec qui s'appelle Peut contenir des rachides. Je ne sais pas si ça parle à du monde ici, peut-être pas les plus jeunes, mais c'était un genre de surprise où je me déguisais avec des vraies prothèses et tout, puis j'allais piéger l'entourage d'une vedette, mettons. Mettons, on piégeait l'oncle de Chantal Lacroix. Puis après ça, on recevait en studio l'artiste et la personne qu'on a piégée au Théâtre National. On faisait ça à Montréal, devant un gros public, là, à peu près 400-500 places. Puis c'était télévisé, puis c'était presque comme qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle du tape to live, là, ou live to tape, on appelle ça, le genre, où c'est presque c'est en direct, mais on coupe pas. Là,
toute une équipe est là, une grosse équipe. Il y a 70 personnes qui sont là, caméraman, tout ce que tu veux, réalisatrice, tout ça. Tout le monde est là. Puis je suis vraiment rendu à un niveau dans ma carrière où est-ce que le succès m'a monté, mais m'a pas juste monté, m'a fait devenir un anxieux. Puis quand je suis anxieux, qu'est-ce que je fais? Bien, je commence à péter un petit peu des coches. Il y en a qui sont introvertis, moi j'explose. Et puis, le monde sont patients parce qu'ils voient qu'à l'intérieur, je suis un bon gars, mais à un moment donné, le monde a des limites. Tu peux pas continuer à traiter le monde comme ça parce que toi, tu es anxieux. T'sais. C'était quoi, mettons, tu penses, la fréquence de tes pétages de coche de pression? Genre, tu sais, une fois par jour? Une ou ou 17 minutes. C'est pas... Non, c'est dès qu'il y a quelque chose... Je peux pas te dire quand, mais dès qu'il y a quelque chose arrivait où j'avais peur. Mettons, on arrive au studio pour faire un enregistrement. Merde, j'ai oublié mon chandail. Je sais que je pourrais pas l'avoir. Là, je panique. Au lieu de faire, ben non, calme-toi, tu prends le chandail de l'autre, puis c'est correct, personne ne va voir ça. Moi, je décollais. Puis tu t'accoches sur comme tu mets ça sur quelqu'un d'autre ou tu pètes ta coche Très souvent. Globalement? Non. C'est tout de suite la première personne à qui je pouvais attaquer, j'attaquais. OK. Puis, ben, t'étais pas violent, là, mais tu sais, c'était. Tu sentais que j'étais pas bien. Là, Je comprends. Ouais. Puis là, je partais, puis dans ma tête, je décollais de la réalité. Je suis capable d'en parler aisément aujourd'hui parce qu'avec la thérapie, j'ai su que c'était ça. Fallait que je mette le doigt sur qu'est-ce que c'était. Parce que je suis pas une mauvaise personne. Au contraire, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement généreux. Puis je me vante pas, mais c'est comme ça. Je suis toujours un bon cœur, toujours penser aux autres. Mais je décollais. Je partais dans une réalité qui n'existait pas. Fait au lieu de me ramener moi-même, je me laissais partir comme ça. Fait que, bref, on est là, on enregistre l'émission. C'est presque live. Tout va bien. Et je commence avec le micro comme ça, puis je fais « Bonsoir et bienvenue à Peu contenir des Rachides. Alors, ce soir, cut! » Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il sort de coulisses, puis il me dit « Ton micro marche pas. » Je dis « Ben non, je m'entends. » Il me dit « Non, mais c'est en régie, on n'entend pas. » On recommence. Take 2. Take 3. Take 4. On se rend à take 8. À take 8, je drop le mic. Pow! Je m'en revire de bord, puis je dis « Je m'en vais dans la loge. » Puis, comme tu dis, ben, je vais attendre que du monde rentre pour, tu sais, punching bag un petit peu pour commencer à... Parce que là, Rachid, il va pas bien, parce qu'il est anxieux, ça ne pas ta maintenant quand je vais faire on rit de moi, là. Je décollais, là. On rit là, elle rit de moi, c'est elle rit de moi. Il n'y a personne en avant, puis je pointais à une chaise. Fait que là, je rentre dans la loge et ils arrivent tous. Ma femme, gérant, attaché de presse, producteur, sont 8. Ferme la porte et je te pète une coche. Mais une belle, là. Une coach de profession. Avez-vous entendu le rire? Ça, c'est ma femme. C'est juste là. Mais une coche, mon ami, là. Une coche, là. Et ça part. J'ai insulté ta grand-mère à quelque part, même si je te connaissais pas encore. Ouais. Ta grand-mère est passée là-dedans. Elle est morte. Même si elle est morte. Je l'ai insultée Ah au ouais? ciel. J'allais prendre lui, mais ça va faire tomber ça. Vas-y, placement de produit. Écoute, fait que là, il y a un petit gars qui arrive. Faut que je me lève pour ça. On me voit-tu si je me lève? Ouais. Un gars, il vient comme ça, puis il cogne à la porte. Comme ça, comme ça, en sueur. Je me rappelle, il avait des gros cheveux comme ça. Je dis, hey, toi, sors du site! Sors du site! C'est une conversation privée! Je dis, hey, sors du site! Il fait, ta gueule! Tu dis ta gueule à un anxieux qui vient de péter une coche? Rachid Badouri, l'artiste 2010 dans le Journal de Montréal, selon le Journal de Montréal. Oui, tant que ça dans ta tête. Éco-vedette aussi. Hein? Fait que là, Tabarnak, t'as fait l'écho. ah ouais, éco-vedette, bro. Tu sais, Rachid s'achetait une piscine cet été. Puis, et là, Sachtam, ils ont écrit, Sachtam, une piscine. Et là, je le regarde, je dis, m'as-tu dit ta gueule? Il me dit, ouais. J'avais encore mon micro-cravate. Oh. Les petits micros. Mais ça a pas fait c'était pas live to tape. Non, mais tout le monde dans la salle, les 500, les employés, même le public. Public de merde, figurant pour le film Coma, ça n'a pas d'allure. J'avais des bonnes jokes, hein, j'avais quand même des bonnes jokes. Mais, rao. Fait qu'il dit, tout le monde t'a entendu. Il dit, il reste 2 personnes assises en avant qui sont pas parties, puis sont sourds et muets. Je fais, je vais dans la salle, il n'y a plus personne. La caméra est balancée de même, il n'y a plus rien. Le réalisateur, il a les mains dans le visage comme ça. C'est la faillite. Tu connais cette expression? La faillite. Faillite! Fini, total. Fait que remonte la pente de ça, si t'es capable. C'est là le moment pour répondre à ta question. Je comprends pourquoi t'as retenu. Le 10 novembre, j'ai fait ça passe ou ça casse. À partir de là, ça n'a pas été de même facile du jour au lendemain. Ça a été hyper difficile de remonter de ça. Mais. T'as-tu perdu le show ou c'est quoi que c'est? Il n'y a pas eu de saison 3.
Il n'y a pas eu de film après. J'ai perdu un contrat d'un film avec Louis-José Hood. Oh, ouais. Ouais. Une autre connerie que j'ai faite, ça, avec le réalisateur quand il m'a rencontré. Ça a-tu été plus difficile au niveau interne de ton équipe ou au niveau public de rebâtir Public ça? l'a pas vraiment vu. Moi, dans ma réalité décollée, je pensais qu'eux auraient vu ça. Je pense pas qu'ils l'ont vu parce que j'ai vraiment juste droppé le mic puis je suis parti. Mais ils ont entendu. Ils ont tout entendu. Fait qu'ils sont juste, quand ils ont vu tout le monde qui était, ils ont suivi. Ils ont dit peut-être que c'est fini. Ils sont partis. Mais quand j'ai fait mon mea culpa dans mon dernier show, le public sont venus me voir après pour des photos puis ils m'ont fait comme « Je ne sais pas de quoi tu parles. » C'est normal que tu ne sais pas de quoi je parle parce que j'étais tellement bon pour te montrer que tout va bien. Parce que moi, ce que j'avais peur, plus que d'autres choses, c'était de ma conséquence de mes crises et du jugement. J'avais peur de perdre ma carrière. J'avais peur qu'on me juge. J'avais peur que... C'était ça qui me faisait peur. Pas que j'avais fait mal à une personne. Tu vois-tu la nuance? Ouais. J'avais pas peur de t'avoir blessé dans ma crise. J'avais peur que tu me juges, puis que tu m'aimes plus, puis que tu... C'était fucked Par rapport up, à toi. Oui, Encore. exactement. Fait que c'est pour ça que moi, ma leçon n'était pas encore apprise. Mais la journée que ta femme te dit, bon, ben... Je décalisse. ça va être bientôt un je décalisse. Là, tu fais... OK, t'imagines, tu grandis, tes filles grandissent avec ça dans leur tête, que tu as été comme ça envers ta... En tout cas, ça part loin. On est pas mal écarté du sujet, là, mais c'était ça. Ah non, mais c'est intéressant à travers ça. Tu disais que tu as fait des thérapies. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ta première thérapie? Moi, dans ma tête, bon, j'allais dire que je suis un extrémiste, mais en tant qu'arabe, il faut faire attention de dire ça, mais je suis un extrémiste dans tout. Fait que même ça, ben, c'est par l'extrême que j'ai dû aller chercher de l'aide, par peur de perdre ci, ça. Mais c'est dans la thérapie que je fais encore aujourd'hui, que j'ai réalisé que je dois avoir. Si je te montrais si je te montrais, si je te montais, si je te Je veux pas que tu montrerais... me montres, non? Si je te montrais... Mais c'est quoi? Moi, je dis que ça serait si je te montrais. Non. Non. Si je te montais. Tu peux pas dire raies. Les si n'aiment pas les raies. C'est ça. C'est quoi? Tu peux le dire. C'est quoi? Tu peux... Fait que c'est si je te montrerais ou si je te montrais? Il y a des... Si je te montrais. T'es-tu prof de français, toi? Ou... Montrerais. Non? Là, on est au Québec. C'est je montrerais si. Ouais, en tout cas, si je montrerais. Mon calendrier, tout ce qui a un spot rouge, c'est le thérapeute, puis c'est une fois par 2 semaines, puis c'est non négligeable. C'est ça, parce que je le vois que, surtout dans le stress que je vis, c'est important que j'aille au moins une fois aux 2 semaines. Fait que pour moi, c'est une pilule à vie. Là. Puis tu sais, tu disais en tant qu'arabe, t'es extrémiste, mais justement, en tant qu'arabe, tu sais, c'est peut-être, on dirait que c'est mal vu dans ma tête. Genre, les musulmans, c'est pas mal vu de... Ben, là, t'as mélangé de culture et religion. Ah là, ouais, mais là, dans notre culture, à nous, en tout cas, dans ma famille, je vais parler pour ma famille, ma paroisse, comme on dit, chez les Badouris, j'ai même une joke là-dessus où est-ce que je dis... On va pas voir les psychologues. J'entendais souvent, c'est pour les faibles, c'est pour les gens qui sont fous. Ma mère elle me disait ça, c'est pour les fous. Hein? Les fous, ils vont voir. Je disais, maman, c'est peut-être un psychiatre à Pinel, mais pas... non, t'as pas besoin, tu es bien. C'est ça. Mais chez nous, c'était comme ça. On était dans le... Ma mère a inventé Instagram avant Instagram. Là. C'était... À l'extérieur de la maison, les fleurs étaient belles, elles poussaient, les fenêtres étaient propres. Mais à travers la fenêtre, tu voyais des casseroles envolées comme ça, le feu là-bas. Madame Badouri, il y a le feu dans une des pièces, on voit vos enfants se chicaner. Non, ils font les mathématiques, tout va bien. Alhamdoulilah, tout va bien, merci. Je veux te dire à quel point pour ma mère, c'était important l'image extérieure et non pas intérieure. Mais c'est comme ça qu'ils ont grandi. Il faut pas laver le linge sale. Bref, un jour, je suis très jeune. J'étais un fresh. Dans le temps, les fresh, c'est l'équivalent des hip-hoppers aujourd'hui. J'étais un petit fresh. J'ai mes petites lignes ici, rasées ici, comme ça. Tu nous fais-tu une petite démo? Non, ça va être correct. Mais j'ai les mêmes pantalons que j'avais à 13 ans. Tu sais, les sarouels. J'avais la chemise à pois à ma sœur. J'ai enlevé les épaulettes parce que ça faisait weird. Puis, je suis dans le salon. Il fait 40 degrés dehors. C'est la canicule. Pas d'argent pour la climatisation, évidemment, à la maison. Ma soeur est sur le sofa, elle était vachée de même. Elle était comme en genre de pyjama boxer, puis elle a un chandail Duran Duran, je me rappelle encore. C'est un vieux groupe, Duran Duran. Puis elle écoute Chambre en ville, une vieille émission. Elle écoute ça comme ça, puis c'est une reprise à 10h, 11h le soir, puis elle regarde ça. Puis moi, j'ai chaud, puis il y a le basket qui commence. Puis c'est les Bulls qui sont en finale, puis il faut que je regarde ça. Parce que j'étais un fresh, G. Puis
Et puis là, je dis, je change de poste, man. C'est comme ça que je parlais au monde. Je change de poste, man. Tout était un futur rap. Je change de poste, man. T'es pas ma pote, bro. C'était bon. Fait que, elle me dit, toi, tu vas aller chier, puis tu vas aller chier bien raide. Je dis, qu'est-ce que t'as dit, G? Je change de poste, man. Chier. Je change de poste, bro. Puis je prends la télécommande, puis je le mets au basket, je fais chier, elle prend la télécommande. Boum! Elle me la smash sur la tête. C'était vraiment l'amour. Et là, je commence à avoir un petit peu de sang ici. Ma mère est en bas, elle n'entend rien de ce qui se passe. Là, je la regarde et je dis Wahqallah billah. Ça veut dire en arabe, je me jure sur la tête de Dieu, genre quasiment. Je vais t'arracher la tête, ma grosse. Je l'ai traitée de grosse. Elle n'était pas grosse, mais c'était ça que je disais pour l'énerver. Ouais, je comprends. Elle se lève, elle fait Ah! Elle part à courir dehors. Mais ma soeur, c'est drama queen. Là. Elle sort dehors dans un quartier hyper québécois, francophone. Quasiment, ils vont au musée. Là, fait qu'on sort dehors. Elle sort dehors. Je cours après elle dehors. Moi, je suis en culotte, vraiment en culotte avec mon chandail des Bulls. Elle est avec son chandail Duran Duran en culotte, avec ses gros cheveux comme ça. Je cours après elle. T'as ma mère qui sort dehors. T'as les voisins qui commencent à ouvrir les lumières. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les Arabes qui font encore dehors? Ils regardent par la fenêtre, ils voient vraiment Tom and Jerry là, qui se court dans la rue comme ça. Ma mère derrière. Fait que là, elle court. Au secours! Au secours! Assassin! Il va me tuer! Appelez la police! Puis elle pointe la madame, elle dit oui, vous, appelez la police! Moi, je vais te tuer, la grosse! Je vais te tuer! Ma mère, 4 pieds 8, qui court en arrière avec ses babouches. Elle dit, taisez-vous, les voisins, les voisins. Je dis, non, ma, je vais la tuer, la grosse. Elle me répond, oui, mais viens, on tue la grosse à l'intérieur, pas devant les voisins. Fait que quand j'ai dit que j'étais allé voir un thérapeute, je peux te dire que non. T'avais du stock là à déballer. Qu'est-ce que tu lui as dit de moi? Tu lui as dit des choses? Moi, j'existe pas. Hein. Je sais pas. Ouais. Tu nous as parlé de ta mère qui est décédée. Oui. J'aimerais ça que tu nous racontes comment que ça s'est passé, ça, tout cet événement-là, dans ta tête, dans ta famille, dans ton environnement. Je reviens à Steve. J'ai tout de suite pensé à ça. Steve, mon ancien gérant, avant que ça arrive, quand ma mère était très, très malade, je me rappelle qu'il avait averti l'équipe au complet. Il a dit, il y a une chose dans laquelle vous pourrez perdre Rachid, parce que Rachid, il est focus, il est déterminé. Quand il aime quelque chose, surtout quand il est passionné par quelque chose, il va aller jusqu'au bout. C'est un travaillant, c'est un guerrier. Mais il y a une chose peut-être que ça se peut qu'on risque de le perdre, c'est si sa mère décède, parce que pour moi, j'avais jamais coupé le cordon ombilical avec ma mère. C'était la femme de ma vie. Puis il y a quelque chose chez les Berbères aussi avec la mère. Je sais que la mère est importante pour toutes les communautés. Mais il y a de quoi chez les Berbères? Il y a quelque chose de très fort en berbère où on dit « Immeino ». Immeino, ça veut dire c'est ma mère à moi, mais c'est très possessif. Comme Ino, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Tu comprends? C'est ma mère. Puis, excuse-moi, tu allais dire quelque chose. J'allais dire, c'est pas grosse, c'est à toi. La grosse est à moi. C'est sa sœur, by the way, pour Internet. C'est correct. C'est moi qui l'ai dit, c'est correct. Puis bref, quand elle est décédée, ben, ça a été le chaos, là, vraiment le chaos. Ça a été vraiment. Là, c'est le seul spectacle, d'ailleurs, 2 spectacles que j'ai annulés dans ma vie seulement. Un, c'est au décès de ma mère, puis l'autre, c'est une tempête de neige en 2008, en avril. Fait qu'on a dû annuler, mais sinon, 0. Puis Steve était avec moi, ma femme était avec moi à l'hôpital, puis je me rappelle, les derniers souffles, là, c'était total. Elle souffrait beaucoup, elle était malade pendant 10 ans. Puis, mais c'était quelque chose que je ne pensais pas surmonter. Puis à un moment donné, il y a une ligne dans ton deuil qui est très difficile à discerner. C'est la ligne qui te réveille un matin et qui dit « C'est beau, Rachid, tu peux rire aujourd'hui. Tu peux commencer tranquillement à t'amuser. Oui, tu peux commencer à aller sortir avec tes amis, prendre un café, faire ci, faire ça. Tu n'as plus à te sentir mal. Le deuil est terminé, tu as eu ton deuil. Chacun est différent, le temps pour chacun. Dans mon cas, moi, la ligne est venue, elle me l'a dit, puis moi, je continuais. Je m'auto-sabotais. Je savais que c'était le temps de reprendre de la bête, comme on dit, de reprendre des forces, puis rire, puis être souriant encore. Mais je continuais, puis je m'enfonçais, puis c'est là que c'était dangereux. Je n'écoutais pas la voix qui me disait « Hey, c'est enough. Faut que tu recommences à Faut que tu recommences, là, c'est correct. » Ouais. Si on avait un écran ici, je vous aurais montré quelque chose de fou, mais on n'en a pas. Malheureusement. Je vous ai teasé pour rien, c'est une autre fois. C'est quoi tu nous aurais montré? C'est que 2 semaines après qu'elle est décédée, moi, j'avais un spectacle de programmé pour la France. C'était mon premier spectacle télévisé en France. Puis c'était avec une troupe d'humoristes, avec l'association, en tout cas, je ne m'en rappelle plus, à Paris. Puis c'était au Trévis de Paris. Un gros théâtre de 3 balcons.
C'est énorme. Toutes les premières de films, ils les font là-bas parce que c'est gros. C'est comme 3500 personnes. C'est comme la place des arts pour nous. Je comprends. Puis j'ai appelé Steve, puis j'ai dit, Steve, j'y vais pas. Puis il m'a dit, OK, si c'est vraiment comme ça que tu te sens, on n'ira pas. Ça fait juste 2 semaines. Puis ma soeur est venue me voir, puis elle m'a dit, tu penses-tu vraiment que maman, si elle avait le pouvoir en ce moment de descendre du ciel, puis de te foutre une de ses tréhas, une de ses claques, pour te dire, tu t'en vas là-bas. Parce qu'il y a une chose que ma mère ne voulait pas, c'est qu'on déplace des choses pour elle, qu'on dérange des choses pour elle. Puis ça, là, ça la rendait malade. Il ne fallait pas. Elle, là, laissez-moi tranquille, faites vos affaires, pliez-vous pas en 8 pour moi. Là. C'était comme ça. Puis elle dit, elle serait tellement fière que tu le fasses. Puis imagine, tu le fais pas. Imagine qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'ai été, quand même. Mais j'avais certaines conditions. Je ne veux pas voir personne, je ne veux pas parler avec personne, je n'ai pas envie. Puis je vais me cacher en bas là, dans le sous-sol du théâtre. Puis quand ce sera mon tour, je vais monter. Je sors, j'enlève le micro, puis je m'en vais dans l'avion, puis je me retourne à la maison. Je veux rien savoir. Pas de problème, Rachid, on va t'accommoder. Fait que j'arrive là-bas et je monte sur scène. Et le show, je l'avais fait plein de fois. Là, et je fais le spectacle. Et à la fin, dans le temps, j'imitais Michael Jackson. J'avais une imitation de Michael Jackson. Puis je finis, je lance le chapeau comme ça, puis je finis, puis je me penche de même. Puis je commence à pleurer, parce que je pense à ma mère. Et je me relève comme ça. Les 3000 personnes sont debout. Tu sais, j'en ai eu des ovations organiques. Ça, c'était pas organique pantoute. Ça, c'est quelqu'un qui est descendu, puis a dit, j'ai tous vos enfants avec vous, je les ai kidnappés. Si vous vous levez pas avant qu'il relève sa tête, je tue vos enfants. C'était ça. Ouais. Même eux étaient comme, mais pourquoi je me lève, merde? Qu'est-ce qui se passe? C'était comme bizarre pour eux aussi. Je peux pas t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et ça méritait pas ça. C'était un beau sketch, mais on s'entend. Peut-être une graduation, ça se lève pas là, puis ça se lève pas là, peut-être. Mais ça, non. Ça c'est genre Messi qui arrive là. Le joueur et le Messi qui arrivent en même temps. C'est les deux. Fait que là, je me relève la tête, je comprends pas ce qui se passe, et il y a un gars qui est au balcon, qui crie « Oh! 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 » Là, t'as 3000 malades mentaux qui crient « Oh! Oh! Rachid! Rachid! » What the f... What? C'était comme un cadeau, bref. Anyways, je raconte, je vis ça, puis je lève la main comme ça, fait qu'ils arrêtent, puis je dis « Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je viens de perdre ma mère il y a 2 semaines, et là, ça baisse, les yeux, ça baisse, ça me met à applaudir. Puis je dis, je voulais pas être ici ce soir, mais je pense qu'elle aurait tellement voulu que je sois là, puis j'avais besoin de cette dose d'énergie, d'amour de votre part, tu sais. Et je veux vous dire merci, puis je pense que vous l'avez fait sourire en haut. Je m'en vais, c'est capté. 2 ans plus tard, il m'envoie cette vidéo-là pour me dire, si tu veux la partager, c'est sur YouTube. Je roule la vidéo, je regarde ça avec ma femme. Ma femme me fait « Recule, s'il te plaît. » Je recule. Je me plais. Elle dit « Recule, s'il te plaît. » Recule. Je regarde, on met pause. Dans le temps, il n'y avait pas d'écran avec toutes sortes d'images comme ça, de projecteurs. C'était des LED. Des LED, c'est des petites ampoules qui font toutes sortes de lumières. Tu ne peux pas rien écrire avec ça ni rien. C'était vraiment... Et je regarde, sur l'écran, c'est écrit « Mom » avec des ampoules rouges, puis il y a une lumière comme celle du fond, juste en haut de ma tête, comme ça. So, je commence pas à penser que si, que ça, mais je me permets de croire ce que je veux croire pour ça, puis je suis comme, what happened? Dans un moment aussi spécial avec cette énergie. Exactement, grave, ouais. C'est fou, hein? Moi, je crois à ça. Ah, Oui, c'est- merci, c'est gentil. C'est malade. Ouais. Il s'est passé quoi avec tes cheveux? Ils sont partis où? J'ai fait la guerre avec eux, puis j'ai gagné. Voilà, rasé. Tu as une autre question? Ouais, justement, tu parlais de la France. Puis tu sais, je suis sûr que le show que tu viens de parler, ça a dû aussi... on dirait que quand il se passe de quoi de traumatisant, ça peut humaniser la personne qui est sur la scène. Là, puis après ça, tu relates plus avec son humour. Là. Fait que moi, comme public, on dirait que j'aime ça le côté authentique puis de sentir ça. Fait que je suis sûr que ça s'est senti dans le show puis que ça a créé aussi l'espèce de sentiment du groupe. Mais quand tu es arrivé en France, tu t'es mis à percer assez rapidement. Comme un peu il s'est passé au Québec, tu penses que ta notoriété qu'il y avait au Québec, ça t'a permis à te pousser là-bas ou eux, ils s'en calissent du Québec? Qu'est-ce qui a fait, tu penses, que ça a réussi à coller, toi? Parce qu'il y en a pas... Tu sais, il y a toi, Cavana, Stéphane Rousseau,
C'est pas mal ça, là, qui ont réussi comme toi, autant. Moi, ma carrière québécoise, c'est pour ça que mes fans québécois, je pourrais jamais les oublier. Puis quand je dis québécois, j'englobe tout le monde qui vit au Québec. Je pourrais jamais les oublier parce que c'est vraiment eux qui m'ont ouvert les portes de tout, mais avec un ordre spécial. Ça a commencé avec le Québec, juste le Québec. Après, quand je suis allé en France, ben, tout ce que je faisais au Québec, j'ai pu le transmettre là-bas. Fait que j'ai attiré une clientèle là-bas. Mais c'est aussi quand j'ai fait... Parce qu'au début, je faisais des spectacles, puis c'est dans des petites salles. Mais qu'est-ce qui m'a permis de vendre les autres salles, vraiment à guichet complet, à fermer à chaque fois, c'était vraiment les prestations que je faisais à la télé. Je faisais une émission avec Arthur qui s'appelle Tout est permis, Vendredi, tout est permis. Puis je faisais beaucoup de festivals, dont le Marrakech du Rire. Et un festival, entre autres, en Suisse, qui te fait vraiment lever si tu fonctionnes là-bas, c'est le Montreux en Suisse. Parce qu'eux autres, ils ont un pouvoir. Eux autres, ils ont vu dans le futur avec YouTube avant n'importe qui dans le monde francophone. Ils ont vu ça genre en 2012, en 2013, dans les débuts. Puis ils ont commencé à nous faire signer des contrats où est-ce que, hey, si tu veux, ben, tu vas passer à la télé, oui, mais tu vas aussi passer sur nos réseaux sociaux, dont YouTube. Puis moi, ce qui totalise le plus de vues sur YouTube, c'est mes passages à Montreux. C'est à peu près du 24-25 millions de vues, juste mes passages. Ouais, okay. Le reste, c'est beaucoup moins que qu'est-ce que j'ai fait là-bas. Fait que ça aussi m'a permis de vendre beaucoup de billets à travers la francophonie. Donc, Québec m'ouvre la France. La France m'ouvre la Suisse, la Belgique et le Maroc. Tu t'en rends compte que moi, je suis né au Québec, je suis d'origine marocaine, mais je suis connu au Québec, pas au Maroc. C'est la France qui m'ouvre le Maroc, grâce au Québec. C'est fou, ça. Ouais. Après ça, Haïti, on est parti en Haïti souvent, faire des spectacles là-bas. Il n'y a rien comme un public haïtien dans toute ta vie. Comment ça? Raconte-nous ça. Ça arrive tellement fort que Eddie King, qui est parti là avant moi, je pense un an avant, m'avait dit frère, je t'avertis. Eddie, pardon, moi, frère, je t'avertis, c'est pas normal. Hein. Pense pas que tu arrives au Québec, tu reviens d'Haïti, t'es sur une autre planète, frère. Tu reviens, tu redescends, frère, parce que des rires comme ça n'existe pas, frère. On se le dit, c'est presque violent. Je dis, quoi, tu parles? Les Québécois rient fort. Ouais, les Québécois rient fort, je comprends, mais t'as pas vu Haïti, frère. J'arrive là-bas, on fait un show. Je fais une joke qu'on a écrit. Il y avait les sœurs Jean-Louis qui sont très connues là-bas, qui habitent au Québec en passant aussi, qui m'ont aidé à écrire des jokes sur la politique haïtienne. Il y avait des choses qui se passaient qui pour moi ne faisaient pas de sens dans certains trucs. Puis j'ai commencé à rire d'un sénateur là-bas qui s'appelle Don Cato. C'est un ancien rappeur qui est devenu sénateur. Il s'appelle Don Cato. Et j'ai fait une joke sur lui là-bas. Et je fais la joke. Il y a un gars qui buvait un scotch. Quand je ne bois pas d'alcool, c'est brun foncé. C'est quoi? C'est du scotch, du rhum? Du rhum. Du rhum. Oh oui, il boit beaucoup de rhum là-bas. Fait que là, il avait son verre comme ça, puis il était comme ça, puis il m'écoutait. Puis je fais la joke, et la joke marche, là, vraiment fort. Le monde rit. Lui, il se lève, il fait « Ah, shit! » Son verre. Là, je fais « Ah, c'est hot. Est-ce que je quitte? Ou je fais... C'est drôle, hein? Et j'allais voir Eddie, je dis, je comprends ça. Puis après ça, je suis revenu à Montréal. J'avais un show de bookie, je pense, au Bordel. Je vais au Bordel. Ça rit fort au Bordel, normalement. Bordel Comedy Club. Puis ça riait pas comme en Haïti. Puis là, j'ai Eddie dans le fond de la salle qui fait... J'avais un envie de faire... Est-ce que vous savez que j'étais en Haïti il y a 2 jours? Et ça riait tellement fort sur cette joke-là. Puis vous méritez pas mon humour. J'avais le goût de faire, tu sais, un genre de... J'ai fait... Je t'avais dit, ça n'existe pas. Tu vas avoir ça là-bas, puis c'est fini. Garde-le en souvenir, puis après ça, c'est fini. C'est très fort. C'est-tu le meilleur public que tu as eu de ta vie, le public haïtien? Ça fait, for sure, dans le top 1. Mais péter un verre à terre, ça va devenir standard, ça. Non, ça rit fort. Fort. C'est comme... Puis ça rit à 11h le soir, ça rit à minuit, ça rit... Je dis, qu'est-ce que vous avez, les amis? C'est comme... C'est fort. Public québécois, Gatineau, très dur à battre. Juste en dessous d'Haïti. OK. Gatinois, on dit Gatinois? Très dur à battre. Ouais, très, très dur, juste en dessous. Les Maghrébins de Paris. Les Marseillais. Eux, ils arrivent avec de la bouffe au show. Ça, c'est très drôle. Ils t'en offrent. Ah ouais, Marseillais, c'est... et public de Lille aussi. Lille, dans le nord de la France, ça aussi. Très, très fort aussi. C'est des publics assez distingués. Est-ce que tu es conscient de tes forces et de tes skills sur scène ou c'est un talent inné que t'es pas trop... tu sais? Est-ce quelqu'un qui t'a déjà répondu à cette question-là? Oui, c'est un talent inné. Non, mais tu sais, en fait, il y en a Donne pas ces options-là. qui l'ont sans trop le savoir, mettons. Je pense que j'ai cette facilité. Je pense que bon Dieu m'a donné cette facilité de divertir les gens. Que ce soit par l'humour ou quoi que ce soit. Ma femme m'a dit, t'es un bon raconteur.
Fait que je le prends. Tu t'imites bien aussi. T'as fait le José Hood, Eddie King. Ben, oui. Merci. Ça te fait plaisir. Je me demandais si t'es capable de faire ça avec... Genre, tu fais ça avec tout le monde? Genre? Non. C'est des voix qui, quand que je l'entends... Moi, ça m'a mis dans la merde, ça, moi, en passant. Secondaire 3, j'arrive dans une école secondaire complètement anglophone. Elle est francophone, mais que les anglophones qui vont là. Fait que moi, il faut que j'apprenne l'anglais parce que je veux me tenir avec eux. J'ai pas d'amis. Fait que je me tiens avec des Grecs. Je rencontre une Grecque, Sophie Angelopoulos, ma première blonde à 15 ans. Et puis, elle m'invite à manger chez elle pour rencontrer son père. Puis moi, j'ai cette phobie cette manie, que quand quelqu'un parle avec un accent différent, il faut que je l'imite sur place devant lui. Mais tu te rends compte à quel point ça peut être insultant? Ouais. Mais pour moi, c'est pas une insulte, c'est un honneur. C'est comme, oh, je suis caméléon, je me mets dans ta peau. Soyez grec avec les Grecs, on dit. Fait que je suis comme, OK. Tu sais? Et j'arrive devant lui, puis elle dit, Hey Dad, this is my friend. Elle dit, non, boy, il ne faut pas dire boyfriend, il va manger une claque. Elle dit, This is my friend, Rachid, he comes to my school. Puis là, il fait, Hey Larry, it's nice to meet you. Puis là, je fais, It's nice to meet you too. Il dit, You're making fun of me, malaka. Je sais pas quoi faire. Tout le temps. On va à Cuba avec ma femme. On rentre dans un taxi qui nous amène, on veut sortir du resort. Ah ben, elle me dit, là, je t'avertis. Tu le sais quand t'es bronzé, t'as l'air cubain. Tu sais que tu peux faire l'accent. Le pauvre monsieur, tu sais dire 3 mots en espagnol. Il va te parler, il parle avec personne. Personne, il parle. Il est dans l'auto, puis il dit, il va te parler, tu comprendras pas, puis il va penser que t'es un cubain snob qui veut plus parler espagnol parce que monsieur habite au Canada, tu comprends-tu? Puis il a eu ses papiers, il veut plus parler en espagnol, tu sais. Il va le prendre mal. Je dis, ben non, je dirais rien, je m'assois en avant. Pourquoi tu t'assois en avant? C'est parce que je vais vous laisser la place en arrière. Je peux pas, c'est une maladie. Je rentre dans l'auto, assois en avant, puis je suis bronzé, je suis cubain, OK? Je viens de Santiago de Cuba, puis je suis vraiment cubano aussi. Là, je m'assois comme ça. Ça me démange. Faut que j'y parle, tu sais. Là, je la vois dans le rétroviseur, elle fait... J'ouvre la fenêtre, j'essaie de regarder le paysage. Il n'y a rien, juste des chèvres dans un champ. Fait que je me retourne, je fais... Oye, ¿qué tal? Et il part. Cubano, si? ¿Dónde está? Je dis, Santiago de Cuba. Oh, si, gros. Quiero comer volar como un avion. Puis il part. Un turbo diesel. Prrr. Là, je fais, no comprendo, no. Que caron, coño. Puis il s'en va. Puis il était fâché, pauvre monsieur. Il pensait que j'étais le Cubain qui fait, no, I speak French now. I speak English now. I don't speak Spanish anymore, hein. Il pensait que je l'insultais. J'étais comme, non. Ben, oublie ça. Parce que c'est vrai que t'as un peu le casting. Tu sais, le gars sur le bord des piscines qui fait faire du sport, genre, dans tout inclus, genre. Il y en a un qui a croisé ma femme, moi, je me rappelle en plus, ouais. Tu te rappelles même, le gars? Il faisait du cadeau sur la piscine, il fait juste regarder ma femme, il faisait des mots. Elle dit, pourquoi qu'il me regarde? Je sais pas, mais je pense qu'il t'aime. Donc, Là, maintenant, là, t'es ça, c'est ton retour à Télé québécoise. Peux-tu mettre ma gomme ici? Ouais, tu peux coller ça où tu veux. Je pensais... On dirait que t'as voulu me la donner. Non. Tu veux être YouTuber? T'es Rachid Badouri, là. Au moins, il me crie pas après. Ah, c'est ça, hein? Tu peux même me donner sa gomme. Alright, la gang, mini interlude. On espère que vous avez du plaisir avec notre podcast de Rachid Badouri. Nous autres, c'est un de nos préférés. Fait qu'on espère que vous aimez ça. Mais là, on a un segment spécial parce que cette semaine, c'est la fête. Je sais pas si vous reconnaissez Baby Boy. L'ancien monteur officiel de Prends un break. Anciennement, notre coloc aussi. Vous me juicez, là. L'ancien monteur depuis un petit bout, il me squeeze, là. Il tord la serviette pour avoir du contenu avec moi. Il recommence à faire nos teasers, by the way. Si vous avez aimé le teaser au début de l'épisode, c'est grâce à Baby Boy. Fait que c'est ça. Fait que pour le remercier de continuer à nous aider puis nous backer quand on a besoin. Puis pour sa fête aussi, on y offre un cadeau de chez Ross et compagnie. Fait que by the way, avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Ça fait des beaux cadeaux à donner à vos amis, comme là, vous allez voir. Vous mettez encore le green screen Break 15, hein? J'ai pas l'air d'un épais en fait. Non, mais mets-nous celle-là, s'il te plaît, mon demi-BG. Fait que Break 15. Merci. Fait que, bonne fête, Baby Boy. Merci. Bon, ben, Chris, on va ouvrir ça à l'ancienne. Ça me rappelle des beaux souvenirs, ça. Merci. Depuis vu que t'es rendu un marathonnier et t'es nouvellement un sportif, t'as un petit peu démarré pendant ça. Je peux la liste. C'est un jouet qui est destiné aux amateurs de foot, comme tu en es un. Tu peux transformer ta passion en action avec le ballon de football Vaginette de Eros et compagnie.
C'est un masturbateur texturé, mais aussi vibrant. Si j'essaie. Hey man, je suis rendu avec tellement de masturbateurs que je pourrais avoir une bibliothèque comme chez Joanie. C'est vrai que toi, t'es le gars, je pense, qui a reçu plus de masturbateurs. Fait que c'est ça, il est quand même nice, celle-là. Je sais pas si vous le voyez à la maison, mais vraiment en mode ballon de football. Il y a même un guide d'instruction, ça va. Il y a un guide d'instruction. Il est à double entrée. Tu vois, il y a un petit styrofoam dedans. Là, il est neuf, mais il est à double entrée. Fait que si t'as un gros bat qui dépasse la largeur du ballon de football, ben tu sais, il y a une option de sortie. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que merci à Russ, puis on espère que tu vas passer du bon temps. Absolument, man. Merci de me rappeler que je suis complètement seul. Célibataire, salut dans ses DM. Alright, bon podcast, là, ciao. Vas-y, excuse-moi. Mais ouais, c'est ça, parce que je sais pas si t'as fait d'autres. Moi, je me rappelle que t'avais fait un film Lapa avec Guillaume Lepage. Oui. Qui avait été un peu rough sa critique comme film, je pense. Très gros flop au niveau de la critique, ouais. Ça avait été quand même un flop niveau critique. Puis là, tu reviens à la télé avec Double Jeu. Ouais. Mais il n'y a pas eu de. T'as pas refait. On t'a pas revu à la télé. On t'a pas revu. Ouais, en tant qu'acteur, on t'a pas revu. C'est ça, je sais. C'est ça que tu voulais dire. J'ai fait des projets qui ont peut-être pas passé ici, mais c'était pas quelque chose d'énorme. J'ai fait 2 films au Maroc. Un, on l'a tourné ici pour le Maroc, l'autre, on l'a tourné là-bas. J'ai fait. Non, j'ai pas fait. J'ai fait un film en France. La version de Père en flic avec Louis-José Hood. Le même réalisateur, Émile Gaudreau, il l'a fait en France. Ah ouais? Ouais. Ça s'appelle Père-Fils Thérapie. Ah, fait que toi, t'es le fils, mettons. T'es le Non, José. non, j'ai pas été aussi haut comme rôle. J'avais un rôle d'un des gars qui s'appelle Maxime. Ah, ok, Puis, ouais. Puis c'est ça, mais en fait, ma question par rapport à ça, c'était ça te stressait-tu de revenir à la télé au Québec, mettons, justement, vu que ta première expérience avait été plus. Non, j'avais hâte. Okay, moi, quand j'ai signé avec Chaos Scène, j'étais allé voir Louis Morissette dans son bureau, puis je dis, bro, si tu veux que j'amène mon show là, j'aimerais ça qu'on parle à faire ensemble. Je veux faire des séries, je veux faire des. Il dit, mais t'es à la bonne place pour ça. Mais je pense que qu'est-ce qu'il te faudrait, ça serait vraiment un concept qui sort de vous, de toi, tu sais. Puis quand je suis arrivé là-bas, je commençais à rencontrer Mehdi Boussaïdan, qui est un génie de l'humour. Puis on s'est assis ensemble, on a commencé à écrire un film. Les premières 2 semaines, c'est moi qui l'écrivais parce que Mehdi s'endormait. Et les jeunes. Et puis, non, je te niaise. On a commencé à écrire ça ensemble, puis on a écrit un film, puis on a écrit un gros synopsis de 10 pages. Il n'y avait pas de dialogue, mais c'était quand même un synopsis intéressant à présenter à un producteur. On était parti voir Denise Robert. Denise Robert qui fait des gros films au Québec, même oscarisés, là, tu sais. Puis elle me dit, c'est bon, j'adorais travailler avec vous, mais vous n'avez pas un film, vous avez une série, les amis. Je dis, non, on veut un film, cinéma, Hollywood. Elle dit, non. Elle dit, c'est une série que vous avez. Je suis parti voir Louis avec la série, puis j'ai dit, je veux faire ça avec Mehdi. Ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu qu'on écrit, qu'on trouve les fonds, que ci, que ça. Puis ça a sorti il y a 2 ans, l'année passée, la première saison a sorti là. Mais c'est drôle. Si vous voulez voir quelque chose de... Pas vous casser la tête, un petit 27 minutes par épisode, il y en a 12. Ça se regarde bien. Je te le dis, on reçoit beaucoup de bons commentaires. Puis la prémisse est drôle. C'est 2 Marocains, Algériens, un Marocain et un Algérien, qui vivent au Québec, sont nés au Québec. C'est pas précisé, mais ils sont là depuis qu'ils sont jeunes. Ils ne trouvent pas de job en tant qu'acteur au Québec parce que les castings sont. Ils ne fitent pas dans les castings. T'sais. Fait qu'ils capotent. Le seul job d'acteur qu'ils ont trouvé, c'est à l'école de police Nicolette. Où est-ce qu'ils jouent des acteurs pour les policiers, pour les entraîner. Mais ils jouent quoi? Ils jouent des voleurs. Ils jouent des terroristes. Puis ils en ont marre, puis ils en ont marre. Puis il y a une chef de police pendant ce temps-là, qui s'appelle Rousseau. Elle n'arrête pas de perdre des agents doubles. Ils se font tuer, ils se font attraper, il y en a qui lâchent parce qu'ils sont pas bons. Par ça, elle voit nous 2 à l'école de police, puis elle fait « OK, je veux engager ces 2 gars-là pour faire des missions de police. » Puis son assistant dit « Pourquoi tu engagerais des clowns? » Elle dit « Parce qu'on peut montrer à des acteurs comment devenir des bons policiers undercover. On ne peut pas montrer à des policiers comment devenir des bons acteurs. » Elle dit « Fait que je l'ai vu. » Fait que là, on passe dans des missions, mais c'est vraiment 2 imbéciles là, qui ont bon, zéro expérience. C'est vraiment cool. Si ça vous tente de regarder ça, ça s'appelle Double Jeu. C'est très, très cool. Ouais, puis c'est cool parce que je trouve qu'il y a une espèce... Il n'y a pas full de comédies de fiction au Québec en ce moment. Non, c'est ça. Puis avec c'est ce qui est le fun. On est sur les réseaux sociaux, là, on parle de ça. Les plateformes numériques, là, c'est fou l'ouverture que ça a amené pour les comédiens parce que c'est l'usine, là. Ils en produisent. T'sais, on a le Club Lico, il y a Crave au Canada. C'est comme un peu le Netflix du Québec et du Canada. Ouais. Il en produit tellement des épisodes, là, des concepts de séries. Fait que c'est le fun pour nous autres. Puis niveau budget, on entend souvent parler que la télé est comme en déclin. Là. Toi qui es dedans, là, qui l'a produit ta série, ça a-tu bien été? Faut-tu que tu essaies de tout faire avec un 25 cents? Y a-tu beaucoup de coupures budgétaires qui font en sorte que
ça rend ça plus Oui, compliqué. tu sais que les Américains trippent sur les techniciens québécois, les réalisateurs, les DOP. Pourquoi? Parce que les producteurs. Oui, parce qu'on est débrouillards. Avec un rien, on peut faire des choses que eux, ça leur prend des millions et des millions et des centaines de millions de Ça faire. coûte moins cher. Mais bien sûr, t'imagines un gars comme Denis Villeneuve qui est hyper talentueux. C'est un je sais pas comment t'expliquer, c'est le génie des génies. Mais lui, il est capable de te prendre ton 100 millions, on va te faire ça avec un 75, tu vois, parce que ils sont habitués. Ils ont fait ça avec rien du tout. Puis c'est en déclin. C'est dommage parce que je pense qu'ils ont réagi trop tard. Je pense que quand ils ont vu l'arrivée des plateformes numériques, ils se sont fait, ben non. T'sais, c'est comme le tsunami, là, tu le vois arriver, tu fais, ben non, c'est une vague, ça. Puis à un moment donné, ben, hop, j'étais avec Nemo, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je suis sous l'eau. Ben, c'est un peu ça qui se passe, mais c'est dommage. La musique, même chose. Tu sais, tu regardes, tu écoutes les postes de radio aujourd'hui, là. Je pense qu'il y en a une qui parle du hip-hop dans la télé québécoise, à Salut Bonjour, là, j'ai oublié son nom. Annie Soleil? Oui, c'est la seule qui s'est dit, tu sais quoi, je vais aller voir mes boss, puis je vais leur parler du hip-hop. C'est un mouvement qui grandit et qui grandit. Et chez les jeunes, tu peux pas parler avec un jeune qui n'écoute pas du hip-hop. C'est impossible. Fait qu'est-ce qui se passe si tu n'en mets pas à la radio, tu n'en mets pas à la télé, tu fais pas un gala pour ça? Tu sais, thank God avec les galas qu'on a, Dynastie, puis ci, puis ça. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Fait qu'est-ce qui se passe? Le jeune n'aura pas un sentiment d'appartenance sur qu'est-ce qui se fait ici. Fait qu'il va aller écouter ce qui se passe ailleurs. Tu demandes à mes neveux et mes nièces c'est qui le chanteur numéro 1 en France, il va te le dire tout de suite, ou aux États-Unis, mais il ne sait pas ce qui se passe ici. Fait que c'est pour ça, des fois, il y a comme un décalage. Il y a un décalage avec peut-être l'ancienne génération puis la nouvelle, mais là, il faut qu'ils réagissent parce que c'est la nouvelle génération qui s'en vient. Moi, à un moment donné, j'ai fait une tournée des écoles, plus grosse niaiserie au monde. Le gouvernement qui m'appelle pour me dire, peux-tu aller parler du racisme dans les écoles? Je suis comme, racisme? Oui, c'est important, c'est important. Je dis, OK, on s'en va à Bourassa, l'école Bourassa. J'arrive là, il n'y a que des gens d'origine ethnique différente, puis les Québécois et Québécoises qui sont là, ils parlent créole. Puis là, moi, je parle du racisme, puis pendant une demi-heure, puis ils me regardent, puis ils font, yo, le gars, il parle de quoi? Puis je suis comme... Fait qu'on a viré ça en quelque chose qui est vraiment, vraiment présent, puis il faut parler, c'est l'intimidation. C'est de ça qu'il faut que tu parles. Parce que, ethnie ou pas ethnie, l'intimidation, tu vas en subir. Fait que là, on a viré ça à l'envers, mais les 2 premières écoles, on a eu vraiment l'air des cons. On parlait de racisme. Raciste quoi? Yo, raciste à la mère, man. Je sais comme quoi. Tout le monde parlait le même langage, créole. Fait que j'étais comme, que tu sois algérien, libanais ou québécois, tu parlais créole. Fait que là, j'étais comme, moi, pourquoi on va parler de racisme? Ça n'a aucun rapport. Fait que, tu sais, il faut se rendre compte de ce qui se passe. Là, ça s'ouvre un peu tranquillement quand je parle au niveau ethnicité, mais il faut que ça... Oui, puis moi, mettons, de mon œil de gars de 26 ans, j'ai jamais vraiment vu de l'intimidation reliée au racisme. Non, c'est genre, ça. tes choses sont laides. C'est ça. C'est plus un sentiment d'appartenance à quelque chose. Tu fais partie de tel clan, de tel clan. Mais le truc de racisme, je veux dire, moi, j'en ai vécu parce que quand j'étais plus jeune, au primaire, j'étais le seul. Mais sinon, aujourd'hui, tu peux pas leur parler de ça. Parle d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à court terme, moyen, long terme, dans tes prochains projets? Là, je suis sur l'émission Quel talent? Je suis un des juges. Et puis, il y en a du talent au Québec, c'est fou. On a commencé ça, les tournages, dernièrement. C'est moins intense que Double Jeu. C'est séparé sur plusieurs semaines, fait que je peux respirer. Je fais beaucoup d'anglais en ce moment. En même temps, en parallèle, je continue à écrire mon prochain 4e show au Québec, en français. Mais je fais beaucoup d'anglais, puis ça me permet aussi de voyager. Je suis allé à Los Angeles, j'ai représenté le Québec comme le premier Québécois dans le festival Netflix is a Joke. Bravo. J'étais le premier French-Canadian. Oh yeah! French-Canadian, man! Ouais, Merci beaucoup. J'ai fait un festival à Toronto aussi, c'était vraiment cool. Faut que je vous conte ça. J'ai fait un show à Toronto, personne ne me connaissait. Je faisais partie comme une brochette d'humoristes que je connaissais pas. C'est du monde anglophone, puis je passe à la fin, puis l'énergie Rachid là, tu sais, le gars qui n'a jamais pris de cocaïne, mais on y croit pas, tu sais, puis... c'est vrai que c'est... Puis là, puis je sors l'énergie de fou. Excuse-moi, tu vas dire quelque chose? Non, je riais. OK, parfait. Tu vas dire la grosse encore? Non. Non. C'est pas vrai. Fait que là, je fais mon shit, comme on dit. Puis je me rends dans la loge, puis encore là, personne ne me parle, ça. Il y a un gars qui rentre, un beau gars, là, un grand 6 pieds 2, mexicano, cheveux frisés, beau gars, là. Il rentre, puis il me tape sa cuisse de même, il s'assoit à côté de moi, puis il dit, bro, that was amazing, bro. That was really amazing. I loved that. It was really cool. It was like magic. You're a magician? No, I'm not a magician. Je voulais que je sorte un lapin de ma... What's wrong with you? I don't know. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je sais pas. It's like it's your energy. It's just you. Je faisais comme ça. Je fais que c'est...
veux-tu me pécho? Qu'est-ce qui se passe, bro? Là, je suis comme, bro, qu'est-ce qui se passe? Puis il fait, I'm gonna see you around, for sure. Puis il sort. Et quand il sort, mon ami Bruce, qui est le directeur du festival, il rentre. Puis il fait, hey, you met him. Je fais, met who? C'est qui, lui? Il m'a agressé. J'ai comme, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, t'écoutes pas? Shit, j'ai perdu l'émission. C'est quoi? The Last of Us? Vous écoutez ça, The Last of Us? C'est ça le titre? Merde. Avec Pedro Pascal? Ouais. C'était pas Pedro Pascal. C'était Le le gars qui joue son frère, Gabriel Luna. Ou Luna. Bon, l'histoire a fait plop, mais... C'était juste ça. Gabriel Luno a essayé de te frencher. C'est quand même... Loulou, il a quand voulu même- me frencher. Non, mais j'étais content de savoir que j'arrivais dans un moment où, même je le disais à ma femme, je m'en vais, là, il est 11h, je ne suis pas passé sur scène. Personne ne me connaît, personne ne me parle. Tu vois que des fois, quand l'anxiété commence, puis là, tu sors, puis tu reçois un commentaire de Gabriel Luna. T'es content. Ah, mais c'est nice, je trouve, que tu fais de l'humour en anglais, français. Genre, j'aime l'évolution de ta carrière, que tu fasses de tout. Merci. Puis aussi, j'aime que... Mais là, je sais, on close, mais je voulais quand même te le dire. Moi, j'étais moins un fan d'humour physique, mettons. Fait qu'au début de ta carrière, moi, j'étais plus jeune aussi, mais je tripais moins. Puis là, dernièrement, j'aime vraiment ce que tu fais. Genre, je trouve Merci l'évolution, beaucoup. d'ailleurs, vraiment bon. Ton écriture, je trouve, c'est vraiment bon aussi, là. Puis c'est Merci. différent. Fait que, Mais je suis content que tu me dises ça parce que ça a été. Vous allez avoir des moments, pour ceux qui veulent être dans la création de contenu, des moments où vous allez vous questionner vous-même. Parce que vous le voulez ou pas, il y a des commentaires qui vont se rendre à vous, même si vous ne voulez pas lire. Tu sais, c'est bon qu'on finisse même avec ça. Je pense qu'on conclut. Là. C'est ça? J'ai vu comme quelqu'un te faire ça. De même. Ouais. Tu lis Dans des pensées. Fait que la grosse s'en va, là, t'inquiète pas. Et vous allez avoir des questionnements. Moi, j'en ai eu jusqu'à dernièrement, j'en ai eu. Puis à chaque fois, on dirait que je voulais me débarrasser, puis oublier, puis effacer le style d'humour que j'avais avant, qui était de l'heure dans le temps. Tu sais, on avait plutôt des performeurs, on avait des imitateurs, des performeurs. Anthony Cavana qui faisait du bruit. Puis c'est du ça qui allait bruitage. marcher en France aussi. tu sais, fait que Exactement. ça s'exportait mieux que ce qu'on faisait au Québec. Plus tu sais. des entertainers que des humoristes, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu voir, puis il m'a dit, ça serait le fun que tu dises quelque chose sur scène. J'étais comme, j'ai un micro, puis je parle. Disons, ça serait cool que... On sait toujours pas qui est Rachid Badouri. On sait que tu danses, on sait que tu fais ci, mais on comprend pas, tu sais. Puis moi, ça m'avait resté dans ma tête, puis il y a même une couple d'humoristes, je me rappelle, qui avaient fait des blagues là-dessus, live à télé ou dans des spectacles qui m'avaient été rapportés, puis ça m'avait affecté. Puis pendant un bon bout, ça m'avait affecté à un point où est-ce que je me suis dit, merde, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de faire ça, mais ça a été dur, mais après, j'ai pris le petit côté positif que je voyais pas, mais qui était énorme. Puis je me suis dit, pourquoi tu gardes pas ton énergie qui est unique? Puis tu rajoutes quelque chose d'autre à ça, tu sais. L'humour, c'est le meilleur médium pour pouvoir parler des vraies choses. Puis le public québécois, t'as beau leur dire ce que tu veux, tu peux pas les fool. Comment tu dis les fool en français? Les flouer. Tu peux pas les flouer pantoute. Ils savent. Puis plus tu vas rentrer dans des histoires personnelles, plus ils vont adorer la personne que tu es sur scène parce que l'humour, c'est la meilleure place pour faire ça. Tu as fait tes affaires. Mais je me le disais, mais je me convainquais pas encore. À un moment donné, j'étais allé à New York voir Ronnie Chang. Ronnie Chang, c'est un humoriste qui a éclaté aux États-Unis, mais vraiment, il est rendu vraiment populaire. Mais il y a un temps où il n'était pas connu, puis je l'ai rencontré à Montréal dans un festival. Puis on est restés amis avant que ça décolle. Puis il est tellement humble qu'il est resté mon ami. Il était super gentil. Fait que quand j'étais allé à New York le voir à son gros spectacle, il a pris le temps d'aller manger avec moi. Puis la première chose que j'ai dit par nervosité, j'ai dit hey, en passant, je pense que je vais changer mon humour, je ne ferai plus rien sur scène, je vais être super straight, puis je vais commencer à parler de politique, Puis lui, il avait la bouche pleine, je me rappelle, il a commencé à crier après moi. Il dit, à chaque fois que je te vois, tu me parles, pourquoi tu as le besoin de sentir, de me dire que tu vas changer ton humour? Il dit, sais-tu combien de monde peut faire ce que tu fais sur scène? Il dit, j'en connais un, il s'appelle Jim Carrey, puis c'est un compliment que je t'envoie. Il dit, tu vas enlever ça? Pourquoi? Pour faire plaisir à une couple de personnes qui trouvent ça bizarre puis qui t'écœurent. Il dit, pourquoi, à la place, tu ne gardes pas cette énergie-là, puis tu utilises ton médium, comme je viens de te dire là, pour parler de tes vraies choses. Il y a des histoires qui sont arrivées à toi qui n'est arrivé à personne. Personne. Parle du fois que tu as été pris dans une secte. Parle de la fois où tu as annulé ton mariage 3 jours avant. Parle de la fois où tu as été malade, tu pensais que c'était une infection, mais tu as failli mourir. Parle de ces choses-là. Parle de tout ça. Mais garde ton énergie. Tu veux que je t'amène sur scène, on va attacher tes mains, on va te mettre un micro, puis là, tu fais juste parler avec un petit ton comme ça pour que le monde se concentre sur ce que tu dis et non pas ce que tu fais. Puis ça m'avait marqué. Puis de là est venu Les Fleurs du Tapis, le dernier spectacle. Où si tu regardes, tu vois une combinaison
ben moi, ce que je l'appelle une belle symbiose organique entre l'énergie de Rachid qu'on n'a pas perdue, parce que les fans aiment ça, puis aller parler des choses qu'on comprend un peu plus qui est Rachid derrière ça. C'est nice. Ouais. Ben, merci beaucoup. Hey, ça finit bien, ça? Faites du bruit pour Rachid Hey. Badouri! Merci beaucoup. Je vais juste prendre le temps, 2 secondes, de vous dire merci. J'avais jamais fait un duo de même, un threesome. J'avais jamais fait ça. Surtout 2 boys. Non, mais c'est ça, mais vous êtes vraiment bons. Vous mettez les gens à l'aise. Fait que Ben, je merci. suis content pour les autres qui vont suivre. C'est vraiment fort ce que vous faites. C'est très, très cool. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes sur votre X. Je vous souhaite bonne chance dans le reste de votre carrière. Merci beaucoup. Puis merci. Puis j'aimerais dire une mention spéciale à Jack, qui est derrière tout ce fait. Je sais qu'il n'aime pas que je nomme son nom, mais... Jacques Eastwood? Jacques Eastwood, qui a travaillé tellement fort. Moi, je le connais personnellement. Il n'a pas dormi, ça fait 1 semaine. Puis quand je vous dis il n'a pas dormi, il n'a pas dormi, là. C'était jour et nuit pour vous présenter un festival comme ça. Moi, je pense qu'on est à la genèse de quelque chose de grand. Ben oui. On avait tellement de besoin au Québec. Respect, Jack. Merci beaucoup pour ce beau festival. Puis à vous tous, à tous ceux qui travaillent derrière ça, bravo, bravo à vous tous. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci au peux-tu Content reprendre ma Fest. gomme? Merci à tout le monde. Ben oui. T'as sorti d'un mes Bonne poches. fin de festival. C'est un festival. Festival. Content Fest, hein? Eh ben là, oui, merci aussi à Eros et compagnie puis Monster de nous suivre épisode en épisode. On les remercie. Puis si vous voulez 15% de rabais chez Eros, code break 15, vous connaissez les bails. Merci beaucoup!